assassinat dans un village. Les autres, ils ont brûlé. Et la garde à vue continue. Voilà les questions auxquelles devra répondre l'IGF. Talk about a bad week. Pas de mobile, pas de suspect, aucune piste officielle. Au sommaire de cette édition, l'affaire Raymond DeVos. L'ex-compagne de l'humoriste comparaît devant le tribunal correctionnel. Vous dégagez, dégagez. Vous êtes des calomniateurs, vous êtes des délateurs. Vous faites vos choux gras avec la misère des autres. Je ne vous veux pas, monsieur. Accusée d'avoir donné trop de médicaments à l'humoriste, elle risque une peine de prison ferme. On est dans une justice moyenâgeuse, c'est une justice de classe, c'est une sous-justice. La justice, c'est pour les gens riches, les nantis. La sous-justice, c'est pour moi. Cannes, notre reportage dans les coulisses du festival. Des policiers prennent en flagrant délit des trafiquants de cocaïne. Ici, encore une. Notre enquête à hier dans le Var sur un meurtre sans mobile apparent. À minuit, j'ai reçu le coup de fil. Je suis partie. Je suis arrivée et j'ai vu mon fils là, allongé, plein de sang. Il y avait du sang partout. Pourquoi Jacques a-t-il tué le fils de son ex-compagne? 15 ans de tôle, c'est pas assez. C'est pas assez pour ce qu'il a fait à mon fils, quoi. Délinquance routière à Paris. Oh, je vous ai pas dit de partir maintenant, vous arrêtez. Sur le périphérique, une brigade traque les chauffards. Baissez la vitre, baissez la vitre. Bonsoir, on va sortir à la prochaine pour un contrôle. Fermez la vitre, vous. Mais d'abord, l'affaire Raymond DeVos. Maître Édouard Martial est avocat. Il a rendez-vous avec sa cliente. Bonjour Samantha, comment allez-vous? Très bien, Très bonjour bien. cher maître. Ça va? Ravi de vous revoir. Ça va. Alors prête? Cette femme, qui se fait appeler Samantha Lemonnier, s'appelle en réalité Marie-Christine Roger. Elle dit être la dernière compagne de Raymond DeVos. Vous êtes l'amie de Raymond DeVos. Non, la compagne. Vous avez été sa compagne. Vous avez assisté pendant longtemps cet homme qui était en train de souffrir. Je veux que ce soit ça qu'on entende, plusieurs fois. Samantha Lemonnier prépare sa défense. Elle est accusée d'avoir utilisé la qualité de médecin et d'avoir administré à Raymond DeVos une surdose de médicaments. Pourquoi docteur? Pourquoi médecin? Et puis, qu'est-ce que c'est cette administration de benzodiazépine, dit médicaments nuisibles? Donc là, c'est là-dessus que vous allez vous expliquer. Et je ferai tout pour que vous soyez lavé de ces deux accusations ridicules. Voilà, hein, vous faites confiance, j'espère, voilà. D'accord. Bonjour monsieur. On va pas le justice de Versailles. Versailles, voilà. L'audience commence dans quelques heures. Je vous dis au travers moi, c'est Raymond qu'on visait, vous comprenez? Dans le taxi qui l'emmène vers ses juges, Samantha s'effondre. Allez, Samantha. Allez. Il faut être concentré sur le moment. Allez, d'accord? Allez. Allez, arrêtez là. Allez, c'est fini là. D'accord? Allez. Excusez-moi. Non, mais vous n'avez pas à vous excuser, on comprend. Mais allez, ça y est, c'est fini. Chez moi, c'est l'arme, là, et puis que... Je vous ai dit, il faut être digne et ferme. Oui. D'accord? Quels sont les faits reprochés à Samantha? En 2005, Raymond DeVos est gravement malade. À l'hôpital, les médecins découvrent que l'artiste a absorbé une surdose de médicaments, qui n'est pas de nature à mettre sa vie en danger, mais qui conduit la famille de l'humoriste à suspecter Samantha. On a su qu'il était en surdosage de médicaments, donc il y avait une personne qui était susceptible d'avoir fait ça, donc pour nous, c'est elle qui a fait quelque chose. Qui est vraiment Samantha Lemonnier? Une empoisonneuse ou simplement la femme aimante qui a accompagné l'humoriste dans les derniers moments de sa vie? J'avais 8 ans lorsque j'ai rencontré Raymond DeVos pour la première fois, par l'intermédiaire de cette tante qui recevait pas mal d'artistes de l'époque. Vous avez commencé finalement après... Et par l'intermédiaire de Pierre Dac et Francis Blanche, qui étaient de grands amis, et comme j'écrivais, moi, enfin à mon niveau, et donc ils m'ont présenté Raymond DeVos. Samantha Lemonnier aurait donc rencontré Raymond DeVos très jeune.
Une rencontre qui se serait transformée plus tard en histoire d'amour qui aurait duré plusieurs années. Ah ben officiellement presque 3 ans. Autrement, bon, je vivais dans l'ombre, quoi, par période. Une version que dément catégoriquement l'avocat de la famille. Selon lui, Samantha n'a jamais été la compagne de Raymond DeVos et sa rencontre avec l'artiste est beaucoup plus récente que ce qu'elle veut bien faire croire. Ça se déclenche, semble-t-il, par une lettre d'amour et un bouquet de fleurs qu'elle envoie à DeVos après un spectacle en lui disant qu'elle a une grande admiration pour lui, qu'elle aimerait le rencontrer. Cette lettre, la voici. Datée de 2003, elle s'apparente davantage au courrier d'une groupie qu'à celui d'une compagne. À côté de sa signature, Samantha se présente comme un médecin humanitaire. C'est ainsi qu'elle aurait approché Raymond DeVos pour la première fois. Il y a sûrement, à un moment, on va dire une liaison. Alors, est-ce que c'est une aventure? Est-ce que c'est une liaison stable? C'était pas Madame DeVos, donc elle n'a pas à se présenter comme ça. La famille de Raymond DeVos découvre l'existence de Samantha seulement 8 mois avant sa mort. L'humoriste fait une chute dans sa salle de bain. Samantha est là. Elle s'impose. Quand nous, on est arrivés, je crois que le lendemain, le médecin est venu. Elle est montée avec le médecin dans la chambre à Raymond. Elle a fermé la porte pour pas qu'on rentre. Après, quand ils sont redescendus, le médecin et elle, dans son bureau pour faire les ordonnances, là, c'est pareil. Elle a fermé. Nous n'avions pas le droit, nous, la famille que nous venons d'arriver, on n'avait pas le droit de savoir qu'est-ce qu'il avait exactement, et elle voulait diriger. Elle s'est petit à petit imposée et elle a écarté l'entourage. Donc la famille la voit comme une intrigante. Samantha, elle, continue de s'accrocher à son histoire en regardant ses photos qui ne la quittent jamais. Les seuls souvenirs qui lui restent de son roman d'amour. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, faut avancer. Je peux pas... Parce que si je reste là-dedans... De toute façon, Raymond aurait voulu que j'avance. De toute façon, Raymond m'attend là-haut dans les étoiles avec une feuille de papier et un crayon. Palais de justice. Maître Le Foyer de Costil et Maître Le Forcenet sont les avocats des héritiers de Raymond DeVos. Ce sont eux qui ont déposé plainte contre Samantha. Dans la salle des pas perdus, elle retrouve toute sa combativité. Plusieurs journalistes l'attendent à l'entrée de la salle d'audience. Son affaire attire les médias. Des médias dont elle n'apprécie pas toujours les commentaires. Attendez, vous êtes qui? D'accord, je connais Thomas Soto. Vous êtes qui, vous? Vous êtes qui? Ah non, 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 non. Vous dégagez. Arrêtez. Vous êtes des calomniateurs. Vous êtes des délateurs. Vous faites vos choux gras avec la misère des autres. Je ne vous veux pas, monsieur. Madame. Pour les délits dont elle est accusée, Samantha risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Vous redoutez l'issue de ce procès? Je ne redoute rien du tout, monsieur, parce que je n'ai rien à me reprocher. Mais sachez que ce procès, pour moi, c'est une seconde mort encore pour Raymond DeVos. Pourquoi? Parce que le fait d'évoquer Raymond dans une affaire comme ça, c'est... Il faut le laisser en paix, c'est ça? Il faut le laisser en paix. Ces derniers mois, pour lui, ont été un enfer, monsieur. Je ne souhaite à personne d'avoir vécu ce qu'il a vécu, monsieur. Et vous estimez l'avoir aidé? Monsieur, je l'ai aidé, je l'ai aimé du mieux que j'ai pu. J'ai fait ce que n'importe quelle femme amoureuse aurait fait pour un homme malade. Et c'est ce qui m'a été reproché, monsieur. À Versailles, le tribunal a demandé une expertise psychiatrique de Samantha. Dans le rapport, elle y est décrite comme une personne qui présente un trouble de la personnalité, dont la forme exacerbée constitue la mythomanie. Il y a à l'évidence une espèce de tendance à la mythomanie et surtout de désir, semble-t-il, éperdu d'être quelqu'un. Voilà. C'est une pathologie, hein. Elle n'est pas forcément gravissime, mais c'est une pathologie quand même. Le rapport souligne également que Samantha n'est pas dangereuse et qu'elle ne présente pas de risque de passage à l'acte. On se dit, mais ce qu'elle raconte, c'est forcément du bluff, elle est mythomane. Et je ne suis pas sûr. Je crois que c'est quelqu'un qui a vécu certaines choses, qui le ressort et qui le restitue avec ses propres mots et encore une fois avec ses propres faiblesses. Mais ça fait partie du rêve qu'on a tous au fond de nous-mêmes. On va nous interdire de rêver aussi bientôt.
La personnalité de Samantha la desservirait-elle? Après 2 heures de débat, le procureur requiert 6 mois de prison ferme à son encontre. Une peine sévère, même pour les avocats des parties civiles. À mon sens, le procureur a été particulièrement sévère parce que Mme Lemonnier n'a fait preuve d'aucun repentir, d'aucun remords. À aucun moment, elle n'a remis en question sa personnalité. À aucun moment, elle n'est venue dire « je me suis peut-être trompée, j'ai peut-être exagéré ». Elle est absolument sûre de son bon droit, alors que tout le reste des gens qui la regardent comprennent bien qu'il y a un vrai problème. Plus qu'une condamnation, la famille DeVos espère aujourd'hui mettre un point final à cette affaire. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'elle arrête ces histoires dans la presse et qu'elle se montre au monde comme ça. Et en fin de compte, elle n'est pas cette personne qu'on croit. Parce que beaucoup de gens croient que c'est la pauvre et que nous sommes les méchants. Alors ça, je peux vous certifier qu'on n'est pas méchants du tout. Si le juge suit les réquisitions du procureur, Samantha risque d'aller en prison. Ça me fait pas peur, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre parce qu'on est dans une justice moyenâgeuse, c'est une justice de classe, c'est une sous-justice. La justice, c'est pour les gens riches, les nantis. La sous-justice, c'est pour moi. Moi, je souhaite les attaquer en diffamation. Je ne vais pas laisser passer ça. Je ne vais pas me laisser salir, piétiner par une bande de baltringues. La décision du tribunal sera rendue le 11 juin prochain. Une date symbolique pour Samantha, puisque c'est aussi le jour de son anniversaire. Cannes, ses plages, sa croisette, ses yachts, ses hôtels de luxe et son célèbre festival du cinéma. Pendant 10 jours, la population triple et passe les 300 000 personnes. La police est sur les dents. Près de 500 hommes en tenue et en civil sont venus de toute la France pour renforcer les 227 fonctionnaires de police en poste dans la ville. De nuit comme de jour, ils veillent à la sécurité des badauds et des festivaliers. Nous sommes avec les hommes de la brigade anticriminalité de nuit. Leur mission, traquer les délinquants en flagrant délit. Daniel est policier à la BAC de Lyon. Il est venu à Cannes en renfort. C'est mythique, le festival de Cannes. Faut au moins le faire une fois dans sa carrière, je pense. L'an dernier, plus de 190 interpellations ont eu lieu pendant la durée du festival. 3 fois plus qu'une semaine normale. Ça avance dans la soirée, plus il y a de bordel en fait. Pendant le festival de Cannes, les soirées jet-set se multiplient et attirent de nombreux trafiquants de drogue. Ce qui va attirer plus la cocaïne, ouais, c'est le monde de la jet-set, quoi. Strass, paillettes, les boîtes réputées. Donc les jeunes maintenant ils ont besoin de ça pour s'amuser, donc... Il est 1h du matin. Les soirées cannoises commencent, l'équipage en civil traque les consommateurs de drogue. Très vite, ils repèrent 2 jeunes derrière une voiture. Les policiers trouvent un sachet dans la poche du jeune homme avec un chapeau. Voilà l'araignée de cannoise. Bonbonne et cocaïne. Mais il a déjà tapé dedans. Les 2 jeunes sont conduits au commissariat. Ils seront placés en garde à vue avant d'être entendus par un officier de police judiciaire. Tout le milieu de la nuit, les boîtes de nuit, les soirées, etc., automatiquement, ça amène ce genre de délit et ce genre d'individus qui deal dans les soirées, en fait. 2 heures du matin, devant une célèbre boîte de nuit. Un policier en civil repère une transaction de drogue. L'acheteur potentiel est interpellé, mais le présumé dealer prend la fuite avec la drogue. Vas-y, c'est mort. Ah, tout de suite. Il lui a proposé. Il a un truc comme ça, il a. Il a un truc comme... Putain. Ouais, j'écoute, ouais. Quelques mètres plus loin, un policier a réussi à intercepter le suspect. Là où il y a les travaux, là? Le présumé dealer s'est débarrassé de son blouson. Ton blouson, où il est? J'ai pas de blouson. Ton blouson, où il est? Je vous dis, j'ai pas de blouson. Ah ouais? Bon, bien, mec. Il nous faudrait du monde pour récupérer son blouson parce qu'il l'a jeté dans la course. Le suspect n'a pas de drogue sur lui. Les policiers cherchent son blouson. Ils décident de refaire le parcours du jeune homme. On le cherche entre ce coin-là. Ouais. Et la deuxième chaîne. Là, regarde. C'est un blouson style bomber, sa moitié, je crois. Au bout de quelques minutes, les policiers retrouvent le blouson. Ah, c'est bon, c'est bon.
Il n'y a que dalle dans le blouson, oui. Il n'y a rien? C'est bizarre qu'ils jettent le blouson s'il n'y a rien dedans. Les poches du blouson sont vides, mais le présumé dealer a une très grosse somme d'argent dans la poche de son jean. Il aurait déjà vendu de la drogue ce soir. J'en ai mis 250. Les policiers continuent leur recherche et soudain, au fond d'une impasse, C'est bon? Ah, c'est là-bas. C'est bon, on a retrouvé au moins 3 ou 4 bonbonnes par terre. Donc reste à chercher le reste. les policiers conduisent le présumé dealer là où il aurait jeté les sachets de drogue. Il y en a une là. C'est pas grave, je te l'ai dit que c'est pas à toi, mais c'est pas grave. D'accord. Là? Non, c'est une taille encore. Ah, ici, encore une. Voilà, non, celle-là. La même. Voilà. Le petit petit qui deviendra grand, un peu peur. Il est gentil. Là. Les policiers trouvent 7 sachets douteux. Bon bah merci bien. Bah de la chance un peu, hein, mais où? Oui. Tu le ramènes là-haut? Merci. Il a dû en balancer partout. Hein. Bah je sais pas, parce que tu sais, avec l'impasse, au moins il est sûr de les retrouver. Ouais. Parce qu'à 70 € le gramme, regarde, ça fait déjà 500 €. Les policiers continuent leur recherche pour trouver d'autres bonbonnes. Il a fait tomber son téléphone au début pour nous arrêter, ça j'en suis quasiment certain. Pendant ce temps-là, le présumé dealer est conduit au commissariat et placé en garde à vue. Quelques minutes plus tard, la patrouille de police restée sur place revient au commissariat avec d'autres sachets de cocaïne trouvés sur le toit d'un garage. Il a commencé à en perdre par terre, on suppose, et ensuite il s'est débarrassé du sachet en le jetant sur les toits des garages, et puis on a récupéré ça. Voilà, on va amener tout de suite à l'OPJ. Olivier, tu commences le PV? Bonsoir. Il y en a autant? Il y en a autant. À combien d'autres? 7. On va peser pour savoir. C'est vrai que ça fait 14. 1,5. Ça va? Ouais, c'est bien. Bon, bien vu, JC. Les policiers vont maintenant peser les sachets de cocaïne. Il y a 14 grammes en fait. 14 grammes 7 grammes de chaque. Ouais. D'accord? Une bonbonne, 1 gramme. Voilà, ça fait 1 gramme par bonbonne. Voilà, c'est à peu près ça. À 70 € le gramme de cocaïne, cela représente près de 1 000 €. Après une nuit en garde à vue, l'officier de police judiciaire commence par auditionner l'acheteur présumé, un Anglais qui n'avait pas de drogue sur lui au moment de l'interpellation. Que faisiez-vous hier soir? What were you doing yesterday? We were going to, me and my friends. Alors moi et mes amis. We're going to a party. Nous allions. The guy comes to me. Il y a quelqu'un qui vient vers lui. Il commence à courir. Il comprend pas et puis il a des menottes. L'homme prétend qu'il n'a rien à voir dans cette affaire. Les policiers vont lui faire un test d'urine pour voir s'il a consommé de la drogue. He says, if you took something yesterday night, they will see it. Mon but, his goal, mon but là, c'est de le mettre hors de cause vis-à-vis de son pseudo-vendeur. Le test montrera que l'homme n'a pas pris de cocaïne la veille. C'est maintenant au tour du présumé dealer d'être auditionné par le policier. T'as pas envie de me parler de la cocaïne, tu m'en parles pas. T'as pas envie de me dire que tu t'es venu à Cannes pour faire un peu de business, tu m'en parles pas. Le mec qui est là, il s'est fait interpeller parce que t'es passé à côté de lui et tu lui as proposé quelque chose. Ce que je te demande de me dire, c'est de me dire... Déjà pour commencer, ce mec-là, c'est lui qui est venu me proposer, me demander déjà... Ou c'est lui qui est venu te demander. Mais qu'il a rien, pécho, là ce serait carré, tu vois. Et est-ce qu'on peut pas le mettre sur le papier, ça? Le suspect prétend que c'est l'Anglais qui lui a demandé de la drogue. T'es pas le Tony Montana de Bervilliers. Hein. Je pense qu'il y a des moments, tu vois, il faut savoir assumer. Le suspect est déjà connu des services de police. Il a été déféré devant la justice. Il risque 3 ans de prison ferme et 150 000 € d'amende. Sur les 26 interpellations du week-end pendant le festival, 6 concernaient de la consommation ou de la vente de cocaïne. Mais c'est bon sang, c'est la police. Alors le mieux c'est de nous le donner, qu'est-ce qu'on pense? En 2008, en France, plus de 8 tonnes de cocaïne ont été saisies par les services de police. C'est 25% de plus que l'année précédente.
Nous sommes à Hyères, dans la cité du Val-des-Rougières. Depuis 2 ans, Nadine vit seule dans le souvenir de son fils Fabrice, tragiquement disparu. Voilà, c'est la chambre de Fabrice. Il y a toutes ses photos, les photos de l'armée, les photos de ses collègues. C'était un très gentil garçon. Il aurait tout fait pour moi, comme moi je fais pour lui. Hein. Il y a 2 ans, au cours d'une soirée arrosée, Fabrice est mort, poignardé par Jacques Malaise, l'ex-compagnon de Nadine. Pourquoi l'a-t-il tué? Palais de justice de Draguignan, 11 mai 2009. 2 ans après les faits, le procès du meurtrier de son fils va s'ouvrir. Nadine aura peut-être la réponse à ces questions. Je veux sympathiser. C'est pas un interrogatoire, oui, on vous pose des questions. J'étais une boule parce que c'est la mort. Voilà, vous êtes partie civile, vous êtes la victime. Oui. Donc la Cour veut vous entendre. Vous êtes là pour exprimer, vous, ce que vous ressentez, puisque vous êtes la mère de la victime. Eh oui. La Cour. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Jacques Malaise entre dans le box. C'est la première fois que Nadine revoit l'homme qui a tué son fils. Pour elle, le meurtrier est loin d'être un inconnu. Elle le connaît même très bien, puisqu'elle l'a rencontré au début des années 80. À l'époque, elle élève seule son fils, Fabrice. Elle s'installe avec Jacques Malaise dans un appartement du Val-des-Rougières. Moi, Jacques, je l'ai fréquenté pendant 6-7 ans. Et Fabrice, il ne sait plus avec lui. Bon, il lui a appris 2 choses qui est bien. La conduite et la mécanique. Ça alors... Mais après, tout le reste, il a fait fumer. Il a appris aussi à voler. Et je savais le monsieur que c'était. Hein. Il me tapait dessus et tout. Il a failli m'envoyer du 8e étage en bas. Mais bon, j'aurais jamais cru que Jacques il fasse un truc comme ça à mon fils, qu'il adorait. Au bout de 6 ans, le couple se sépare. Jacques Malaise s'installe dans un immeuble tout proche. Nadine et son fils restent en bons termes avec lui. Ils continuent à le voir, même s'il se méfie de lui. Et les seuls amis qu'il avait, c'était moi et Fabrice. Il ne pouvait pas recevoir des amis chez lui ou quoi que ce soit. Ils en avaient peur, les gens. Et je disais à Fabrice, toujours, n'y tourne jamais le dos. Il est fourbe. Quand tu t'en vas, tu vas toujours en reculons. Tu lui tournes jamais le dos. Instinctivement, Nadine a toujours redouté le drame. Il va survenir le 31 mars 2007. Fabrice se rend chez Jacques comme il le fait souvent pour prendre l'apéritif. La nouvelle compagne de Jacques, Hélène Ginouvès, est présente ce soir-là. Verre après verre, l'apéritif s'éternise. Et vers 23h30, tout bascule en une fraction de seconde. Fabrice là, là moi, Jacques qui était sur le canapé. Donc je me lève, je vais aux toilettes. Hop, voilà. Je ressors. Et quand je sors, Fabrice est allé là par terre, devant le canapé. Je me penche, bien sûr, hein. Là, il était là, hein, le corps là. Je me penche, j'y prends le coup, et puis là, j'ai vu le sang, et Jacques était là, par terre, accroupi par terre. Comme ça, là, par terre. Hélène appelle immédiatement le commissariat. Lorsque les policiers arrivent sur place, Jacques leur explique que Fabrice lui a manqué de respect. Les 2 hommes se sont battus. C'est alors que Jacques aurait saisi un couteau de 40 cm de long pour effrayer Fabrice, dit-il. Mais en fait, dans la bousculade, il l'aurait poignardé dans le cou. À minuit, j'ai reçu le coup de fil. C'est la femme de Jacques qui m'a appelé. Nana, viens vite parce que ça tourne mal, il faut que tu viennes. Alors moi, quand j'ai entendu ça, je suis partie. Je suis arrivée et j'ai vu mon fils là, allongé, plein de sang. Il y avait du sang partout. Retour au tribunal. Après les faits, la Cour s'intéresse maintenant à la personnalité de Jacques Malaise. On apprend que très jeune, il a connu la violence d'un père alcoolique, lui-même condamné par la justice. L'expert psychologue explique à la barre que cela a pu contribuer chez lui à l'explosion de la violence.
À l'âge de 7 ans, son père le poursuivait avec un couteau le soir. Il est arrivé à grimper à un arbre, m'a-t-il dit. Et il m'a dit, j'y suis resté toute la nuit. Et le matin, je suis redescendu. Voilà. Alors ça, ajouté aux carences massives, aussi bien affectives qu'éducatives, la personnalité ne peut être que fragilement structurée. Dans la problématique qu'il a par rapport au père, qu'il peut voir comme un monstre, puisqu'il parle souvent de monstre, il a peut-être aussi inconsciemment, sans s'en rendre compte, essayé de ressembler au père. D'où le couteau, d'où la violence et d'où la boisson. Pour expliquer son geste, Jacques Malaise ne fait pas référence à son enfance difficile, mais prétend qu'il n'a fait que se défendre. Alors, M. Malaise a toujours prétendu qu'il y a une bagarre entre les deux et que, pour se défendre, il s'est trouvé face à Cortigny qui le menaçait, que pour se défendre, il a donc malencontreusement donné ce coup de couteau. Mais à la barre, le médecin légiste qui a analysé la forme de la blessure affirme que le coup n'a pas été porté de face, comme le prétend Malaise, mais de dos. Ce type de plaie, sur le plan médico-légal, on la connaît bien et elle peut être produite d'une manière relativement aisée si l'agresseur se situe derrière la victime. Si le coup a été porté par derrière, l'argument de la bagarre ne tient plus. En outre, la compagne de Jacques Malaise dit n'avoir rien entendu au moment du meurtre, alors qu'elle se trouvait aux toilettes. S'il y avait eu une bagarre, je les aurais entendus. Hein. Parce que c'est vraiment à côté, quoi. Voilà, il y a quoi? Je sais pas, moi j'ai pas comment dire, de distance. Je sais pas, il y a combien? Même pas 1 mètre? En tout cas, ça dément totalement son système de défense, qui dit « je me suis défendu », alors que le geste qu'il a effectué est nécessairement le geste d'une personne qui agresse sa victime de dos en lui portant ce coup de dague avec la main droite, l'autre étant tourné dans cette direction. Après plusieurs heures de débat, c'est maintenant au tour du procureur de la République de prendre la parole. L'accusé risque jusqu'à 30 ans de prison. Mais le procureur ne requiert que 15 ans. 15 ans de tôle, c'est pas assez. C'est pas assez pour ce qu'il a fait à mon fils, quoi. Non. Quelques minutes avant que les jurés ne partent délibérer, la parole est à l'accusé. Il s'adresse alors à la mère de la victime et d'une voix hésitante lui demande pardon pour ce qu'il lui a fait. Là, j'ai craqué, quoi. C'est normal. Il m'a tué mon fils, que bon... J'ai dit, mais t'as pas d'excuse à faire, mais t'es impardonnable. Parce que tu as vraiment insisté pour tuer mon fils, quoi. T'as pas fait ça accidentellement, dans une bagarre, dans un truc. Tu l'as fait parce que tu as voulu. Et t'as attendu que Fabrice il t'ait tourné le dos pour le tuer. Il n'a même pas eu le courage de le tuer en face. Parce qu'il savait que si il avait Fabrice en face, il ne s'en sortait pas. Les délibérations du jury ne vont durer qu'1h30. À la reprise de l'audience, le verdict tombe. 15 ans de réclusion criminelle. Avec les remises de peine, Jacques Malaise peut espérer sortir dans une dizaine d'années. Pour Nadine, comme pour Hélène, la compagne du meurtrier, ce procès laisse un goût amer. Pour moi, ce n'est pas assez. Parce que 15 ans, avec les remises de peine et tout, il va faire à peine 10 ans. Et je trouve ce qu'il a fait qui est terrible, que c'est un drame. C'est une histoire que jamais on ne pourra oublier, jamais se réparera. Et j'espère qu'il va faire ses 15 ans, officiels, qu'au plus il y est, mais moi j'aurais mis 20 ans. On a affaire à une femme dont le seul être cher, c'était ce fils qui a disparu, qui vient tout simplement pour savoir, elle n'en demande pas plus, mais c'est terriblement important pour elle, et qui réentend depuis le début de l'affaire, y compris encore aujourd'hui pendant les débats, une personne qui ment manifestement, c'est son droit, elle a le droit de se défendre, mais qui se refuse à porter la réponse qu'elle attend. Donc pour elle, cet épisode d'aujourd'hui, cette session d'assises, c'est rien, ça n'a rien apporté. Mais je savais que 30 ans, il ne prendrait pas 30 ans, déjà.
Et que, où on allait le faire passer pour fou, ou pour un truc comme ça, quoi. Donc, ma foi, je sais pas. Mais 15 ans d'emprisonnement pour avoir égorgé mon fils, qui a souffert le matin, c'est passé. C'est passé. Je ne mettrai jamais un point final sur cette affaire. Jamais. La justice a rendu son verdict, mais Nadine ne saura sans doute jamais pourquoi Jacques Malaise a poignardé son fils. Paris, boulevard périphérique, 1 200 000 véhicules chaque jour et des centaines d'infractions. On va sortir à la prochaine pour un contrôle. Là, on peut vous enlever 9 points là. C'est la police, monsieur. Vous allez vous calmer. 70 km de circonférence et une brigade spécialisée. L'URR, l'unité de répression routière de la préfecture de police. Ils travaillent exclusivement sur le périphérique. Leur mission, chasser les flagrants délits. 13e arrondissement, quai d'Ivry. C'est le quartier général de l'URR. 24 heures sur 24, des équipes se relaient pour surveiller et intervenir. L'unité de nuit menée par Jérémy prend son service. Leur véhicule, une voiture banalisée pour ne pas se faire repérer par les chauffards. Ça nous aide à caractériser les comportements, ce qu'on ne pourrait pas faire avec un véhicule sérigraphié. Donc les gens prennent ça pour un manque de transparence, mais en fait c'est le contraire. C'est pas, on ne se cache pas, c'est juste pour pouvoir justement sanctionner les vrais dangers et pas le contrevenant qui a fait une malheureuse manœuvre. Voilà. Il est 18 h, direction le nord de Paris. La brigade repère un embouteillage suspect. Il y a quoi là dans la bretelle là? Ah oui, c'est des gens qui sont carrément descendus pour voir ce qui se passe, donc on a bien fait de sortir. Tu crois qu'il y a un truc? On va aller voir. 2 voitures se sont accrochées sur une bretelle d'accès et bloquent la circulation. Un homme a repéré les policiers, c'est un chauffeur de taxi. Apparemment, il a eu une altercation avec un autre conducteur. Normalement, il y a la règle d'une voiture, une voiture. Enfin, ça, c'est ouais, d'accord. Ouais, c'est une règle, on va dire, de courtoisie. Tout à fait. Ouais. Donc, c'était à mon tour de m'insérer. Ouais. Et la personne, elle s'insère en même temps que moi. D'accord, ok. Avec son rétro, il me touche là. Ouais. Mais c'était un geste vraiment inutile. D'accord, ouais. Je suis sorti, je lui dis, mais pourquoi tu me fais ça? Ouais. Et là, il se met par terre comme ça, il veut qu'on me mette des coups de pied. Il est là, là. Monsieur. Les policiers essayent d'entendre le conducteur de l'autre voiture. Il s'agit d'un agent de sécurité de la RATP. Monsieur, vous êtes de la RATP. Attendez, je vous parle. Il m'a tapé, il m'a sorti une lame. Oh, monsieur, c'est la police là. Même la présence des policiers ne calme pas les 2 hommes. Vous calmez. Ah, TNP, renfort Port de Vincennes en surface. Monsieur, vous calmez. Vous calmez. Bon, vous rangez le chien là. Vous arrêtez. Là, vous avez vu, c'est qui m'a C'est bon, vous arrêtez, vous. C'est la. Non. Vous arrêtez. On va là-bas, monsieur. C'est toi qui viens de me mettre. Vous arrêtez, oh, monsieur, on se calme. Je bloque la circulation. Je vous ai pas dit de partir maintenant, vous arrêtez. Là, vous avez... je vais vous la bouger. On arrête, on se calme. On n'arrivera à rien, calmez-vous, vous calmez. Il passera jamais le bus. D'autres policiers arrivent en renfort pour débloquer la circulation. Jérémy emmène le chauffeur de taxi récupérer son véhicule. La situation est sous contrôle, les 2 conducteurs finissent par s'expliquer. J'ai pris des coups à travers l'habitat, je suis sorti par la porte passager. J'ai fait le tour, le monsieur m'a sorti une lame, je suis parti en courant, je suis monté jusqu'ici et je l'ai regardé depuis ici. Pourquoi tu mens? Tu m'as dit que j'avais un couteau, j'ai pas de couteau. Commencez pas, calmez-vous. Et quand, à quel moment j'aurais pu le vandaliser? J'étais avec vous. C'est pas grave ça. Quoi? C'est sa version contre la vôtre. Monsieur, l'instant, il n'y a rien à dire. Arrêtez un petit peu. Bon là c'est indifférent, ça commence par une bêtise, une histoire de priorité qui n'existe même pas en fait, parce que c'est cette fameuse règle du 1 sur 2 qui est dans aucun code de la route mais qui s'applique à Paris, on va dire par courtoisie.
Là, il y en a un qui n'a pas fait preuve, un des deux qui n'a pas fait preuve de cette courtoisie-là. Et là, ça monte en crescendo. C'est les enchères, donc il y en a un qui insulte, l'autre qui raye la bagnole, l'autre qui descend, l'autre qui frappe, qui a un couteau. Et puis même quand la police arrive, ça se calme pas, quoi. Elle est toute neuve. Elle n'a jamais rien eu. Comme par hasard, je travaille moi et voilà. Finalement, l'affaire se terminera par un constat. Donc on a fini de traiser la bretelle, on remet la circulation à la normale. La circulation est rétablie, mais quelques mètres plus loin, Jérémy est interpellé par une dame. Qui êtes-vous, madame, en fait? J'ai honte de dire. Non, c'est pas grave, dites-moi, dites-moi. Vous êtes sa femme, mais il y a pas de... Il est malade, monsieur, ou il a bu? Dites-moi. Il a bu. Il a bu? Il a bu beaucoup? Ben, je sais pas, je travaillais depuis 8 h du matin jusqu'à maintenant. Tous les soirs, il est venu me chercher. Je savais pas qu'il avait bu. C'est pas grave. C'est lui qui conduisait, là? Oui. D'accord, mais c'est pas... Madame, on va rien vous faire, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Je sais, mais j'ai honte. Mais il n'y a pas à avoir honte, c'est pas grave. Oh! Alors pourquoi tu m'emmerdes? Je suis en droit, j'ai la vérité. Il m'emmerde. Son mari tient à peine debout. Il y a quelques minutes encore, il conduisait dans cet état. Non, je ne calmerai pas. Ne vous inquiétez pas, on va se charger de tout, on fera de mal à personne. Vous êtes des salauds. Bon, monsieur, oui. Allez vous asseoir, allez. Non. On va se calmer, allez vous asseoir. Asseyez-vous. Oui, vous êtes des salauds. Allez, vous aspirez et vous soufflez pendant longtemps. Allez, encore. L'homme est incapable de souffler dans l'éthylotest. Il sera emmené au commissariat le plus proche. On lui trouvera 1,76 g d'alcool par litre de sang, 3 fois plus que la limite légale. Retour sur le périphérique. Une voiture de sport roule à plus de 140 km/h. La vitesse est limitée à 80. Le chauffard a failli percuter la voiture de police. Bonsoir, à la prochaine. Le flagrant délit est sans équivoque. Jérémy va passer au contrôle. Tu le sers, lui. On a frôlé le pare-choc. Touché, on partait en tête à queue. Ouais, je l'ai senti en plus. Il est vraiment passé près. Il nous a frôlé le pare-choc arrière à 2 cm en faisant une pointe à 140. Monsieur, là, coupez le contact. Coupez le contact, monsieur. On peut savoir ce qui vous arrive? Ouais, non, je suis désolé. C'est vrai que je roulais normalement. Puis, non, vous rouliez pas normalement du tout, monsieur. Vous nous avez frôlé le pare-choc à 2 cm, là. Ouais, non, je suis désolé. Vous êtes désolé de mettre notre vie en danger? L'homme a cumulé les infractions, excès de vitesse et non-respect des distances de sécurité. Il ne semble pas vraiment conscient des risques qu'il a pris et qu'il a fait prendre. Bon, périph' à cette heure-là, ça roule, c'est de la ligne droite. J'ai pas vu que c'était un véhicule banalisé, j'ai pas fait attention. Puis j'ai fait une petite pointe, voilà, c'est tout. Ouais. Donc bon, on vous a retiré 6 points, comme ça vous gardez un peu votre permis et j'espère que ça portera ses fruits. Donc on met pas la vie des autres en danger, on met pas la vie des passagers aussi, donc voilà. Vous allez sur un circuit. Ça marche. Donc reprenez-vous, respectez le code de la route et surtout, mettez pas la vie des autres en danger. Bonne soirée, messieurs, dames. L'homme repart avec la moitié de son permis et 270 € d'amende. Un peu plus loin, une camionnette attire l'attention des policiers. Elle respecte le code de la route, mais Jérémy remarque que le passager a un comportement suspect. Là, dans le camion qui est devant nous, devant la Citroën, il y a le passager qui est en train de se rouler un joint. Donc, qui dit rouler un joint dit détention de matière stupéfiante, usage, et il y a des chances pour que le conducteur en consomme et soit sous l'influence. On va les contrôler. Alors, on va les faire dégager. Jérémy décide de procéder au contrôle le plus vite possible. On fait style au code, c'est pas eux qu'on veut, au dernier moment. Hop, messieurs, baissez la vitre, baissez la vitre. Bonsoir, on va sortir à la prochaine pour un contrôle. D'ici là, vous fermez les vitres, vous fermez la vitre. Vous. Ah c'est bon, il a acheté son joint, vous laisse tomber, c'est pas grave. Fermez la vitre, vous. Le passager a jeté par la fenêtre ce qu'il tenait dans les mains.
Bonsoir monsieur, vous coupez le contact s'il vous plaît? Descendez du véhicule monsieur. On va arrêter. À la base c'est un contrôle. À la base c'est un contrôle. Vous, je vous avais dit de rien jeter par la fenêtre monsieur. C'est pas des façons de contrôler. D'accord. C'est bon. Vous voulez une pièce d'identité ou s'il y a dans mes poches? S'il y a dans mes poches, voilà. Je le mets où? Monsieur, on va aller au commissariat là, on va aller au commissariat. Je le sens. Non, pour l'instant, je vous parle pas. Vous rouliez pas de joint, pas de problème, je m'occupe de vous après. Pour l'instant, les mains par an, vous restez assis, vous parlez plus, vous parlez plus. Qu'est-ce qui va pas? Le conducteur présente son permis et ses papiers. En revanche, le passager n'en a pas. Jérémy interroge le fichier. Monsieur maintenant. Pour 2 FPR SVP. Consommer du cannabis au volant est un délit. Le conducteur va subir un test de dépistage. Bon, monsieur. Je paye des impôts, moi, monsieur. Passons à autre chose. Ça, c'est un kit salivaire. D'accord? Allez-y, monsieur. Ensuite, on percute. 8 minutes après, ça nous dit si la personne a consommé récemment de la cocaïne, opiacé, amphétamine, méthamphétamine et THC. Voilà. 10 minutes plus tard, le test s'avère négatif. Le conducteur repartira libre. Mais pour le passager, surprise, le fichier a révélé qu'il était recherché par la police. Il est immédiatement interpellé. Ah, donc il fait l'objet d'un mandat de recherche pour trafic de stupéfiants. Il avait vite jeté toutes les matières stupéfiantes qu'il avait par la fenêtre sur le périph'. Donc il n'avait pas envie qu'on s'aiguille vers le stup. Bon, c'est raté parce qu'on l'a vu. Donc voilà. Vous l'emmenez où? C'est 13e. Le passager est conduit au commissariat le plus proche pour vérification. Il passera une partie de la nuit avec les officiers de police judiciaire. L'unité de répression routière réalise une 60aine de contrôles par jour. Leur but, faire prendre conscience aux conducteurs que les comportements dangereux peuvent être sanctionnés à chaque instant. En 8 ans, le nombre d'accidents mortels sur Paris a baissé de moitié. La semaine prochaine, dans Faits divers le MAG, notre enquête sur des enfants disparus ou kidnappés. Excusez-moi. Chaque année, plus de 600 enfants disparaissent ou sont enlevés à l'étranger par un de leurs parents. Foire du Trône à Paris, une centaine de policiers sont mobilisés chaque jour contre la guerre des bandes. Par exemple, là, c'est l'exemple typique de la foire. 2 grandes allées, une grande place, un rassemblement, une stagnation possible. Donc ils se mettent ici et en règle générale, les bandes se rivalisent. Du regard, on regarde les filles de l'autre bande, ça crée des jalousies. C'est ici les accidents, en règle générale, arrivent dans ce genre de lieu. Ce qu'ils redoutent, c'est ça. Des bagarres entre bandes venues en découdre.